Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. C'est le premier live de l'année chez Design Shot. Aujourd'hui, on va accueillir Karim qui va nous présenter la mise en place de l'outil Coda comme outil de repository au sein de chez France Télé. Salut Karim. Hello. Karim, tu es lead UX chez France Télévisions. C'est ça. Et Fait... donc, toi qui as mis en place l'outil Coda avec Yolène et Mickaël, normalement. C'est ça, avec Yolène Mercier et Michael Bayens, donc, qui étaient historiquement chez France TV, qui ne le sont plus. Eux ont été les grands instigateurs et moi je me suis rajouté à eux pour développer un peu la méthodologie et l'outil. Donc vous l'avez mis en place il y a 2 ans. C'est ça, déjà. Est-ce que rapidement tu peux nous dire déjà ce qu'on va voir comme partie sur cette grosse demi-heure? Ouais. Dans un premier temps, on va présenter un peu France TV et l'écosystème. Ensuite, on va voir un peu pourquoi on s'est lancé dans l'Atomic Research et rapidement qu'est-ce que l'Atomic Research. Et on va faire une grosse partie sur Coda, qu'est-ce que c'est chez nous et comment on le manipule au quotidien et à quoi ça ressemble. Et enfin, on finira par un peu les grands apprentissages et un peu des petits tips pour se lancer dans l'Atomic et dans Coda comme repository. Et à la fin, il y aura une petite surprise, mais vous verrez à la fin. On garde le suspense. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. On va toutes les noter et du coup, on pourra, comme ça, je pourrai poser toutes vos questions à Karim à la fin. Donc, dans une bonne demi-heure, n'hésitez pas. Salut Charline. Que je connais bien. Écoute, d'accord. C'est parti. Déjà, France Télévisions, qui sommes-nous? Donc on est le premier média d'audiovisuel public et on a comme vision et comme ambition de devenir le média de tous les Français, à la fois utile, gratuit et adapté à chacun pour s'informer, se cultiver et se divertir. Aujourd'hui, on a 9 produits qui sont multi-supports. Donc, on a Point TV, le produit sur lequel je travaille et sur lequel je suis UX, donc qui est un peu la plateforme de contenu audiovisuel. On a toute une partie un peu information avec France Info, Région, Outre-mer et ici. On a aussi notre application sport, donc France TV Sport. Et on a 2 applications un peu jeunesse qui sont Oku, donc très orientées aussi contenu vidéo, et Lumni qui est de l'accompagnement, de la pédagogie, entre autres. Et enfin, on a le petit dernier qui est KnowYou et qui est plus autour des sujets qui traitent autour de l'écologie. Donc c'est aussi une plateforme d'information. Et du coup, juste pour rester dans le contexte repo, le Coda, vous l'utilisez pour ces 9 produits? C'est ça. Donc les 9 produits sont dans notre repository. On a aussi des produits qui sont multi-supports. Donc Point TV, on est à la fois sur de l'app mobile, du site web et de la TV. Et les autres ont principalement des sites web et des applications mobiles. Et ouais, ils sont tous regroupés dans notre repository. Donc ça fait quand même beaucoup de produits regroupés à un seul et même endroit. C'était l'un des challenges aussi d'ailleurs. Ensuite, pour donner un peu plus de contexte, c'est pourquoi on a décidé de se lancer dans l'Atomic Research. Le premier problème, c'était la centralisation de la documentation. Donc, historiquement, chez France TV, on a beaucoup d'externes, il y a aussi beaucoup de turnover. Finalement, chacun un peu historisé, centralisé à sa sauce les expérimentations et les tests utilisateurs qu'il pouvait faire. Donc, certains, c'était sur des Google Docs, d'autres sur des Figma, FigJam, Sketch. Et en fait, rien n'était centralisé au même endroit. Et quand quelqu'un partait, il partait avec sa connaissance. Et il était donc impossible de retracer un peu nos apprentissages et de se dire, bah voilà, j'ai appris telle information, mais je ne sais pas dire d'où. Et il y avait une certaine défiance de la connaissance quand on allait voir des PO ou des PM, où en fait on leur dit, bah on a appris ça, mais on n'est pas capable de le prouver forcément. Donc il y a une petite défiance. Et enfin, on a aussi un problème sur le modèle de documentation traditionnel, qui est aujourd'hui très contextualisé à l'apprentissage. C'est j'ai fait un test qui m'a permis d'apprendre ça. Et en fait, faire ça, ça silote l'information parce qu'il n'y a que les personnes qui ont fait le test utilisateur qui connaissent les apprentissages qu'ils ont eu. Et en plus de ça, ça ne permet pas de capitaliser sur les apprentissages parce que des fois, un designer peut faire un test, apprend des choses. Le designer qui arrive après lui, comme il ne savait pas que le précédent designer avait fait un test, il a tendance à refaire un test utilisateur. Ou encore, on a tendance aussi à apprendre des choses en plus que ce qu'on était venu chercher dans un test.
Et du coup, on ne peut pas le partager à tout le monde et à tous les autres designers et à tous les autres parties prenantes. Donc en fait, les bénéfices de l'atomique, ça vient centraliser toute l'information et historiser toute l'information au sein d'un même endroit. Et ça permet du coup, on le verra par la suite, de capitaliser sur les apprentissages et de désiloter un peu l'information et de la partager à tous. Ensuite, l'Atomic Research et la Product Atomic Research. Donc là, je vais rapidement parler du concept de l'atomique, mais comme je disais avant, c'est avant tout une méthode de centralisation et d'exploitation de tous les types de sources d'enseignement utilisateurs. Et le plus important dans cette méthode, c'est qu'elle est basée sur le fractionnement de la connaissance. En fait, c'est le fait de fractionner la connaissance qui va permettre de vraiment optimiser la méthode qui est l'Atomic Research. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on part d'un modèle de documentation traditionnelle où en fait l'expérimentation avec les observations et les insights sont au sein d'un même rapport, à un modèle de documentation où en fait on va venir fractionner l'information en 3 parties, donc l'expérimentation, l'observation, donc qu'est-ce qu'on a observé de notre test, et enfin l'apprentissage. Et comme vous pouvez le voir, on peut retracer à tout moment quel apprentissage vient de quelle observation et de quelle expérimentation. Ce qui est fort aussi, c'est qu'en fractionnant cette donnée, on peut rapidement interconnecter toutes les observations et on peut avoir des apprentissages qui viennent qui sont appuyés de plusieurs observations, qui elles-mêmes sont appuyées de plusieurs expérimentations. Donc en fait, le résultat de notre recherche utilisateur, enfin de nos apprentissages, sont la résultante de toutes les activités de recherche au sein de l'organisation. Et après, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc si par exemple, il y a un mois, on avait comme expérimentation de traiter les retours store, donc on avait un premier retour store qui était par exemple trop de pubs, tout le temps des pubs, des notifications pour les trucs qu'on n'a jamais regardés. Donc de cette observation, on peut sortir 2 enseignements, qui sont que la présence de publicité est frustrante dans la consommation du contenu, mais aussi que l'expérience sur France.tv n'est pas assez personnalisée, puisqu'on envoie des notifications pour des choses qu'il n'a pas regardées. Dans un second temps, s'il y a 2 semaines, j'ai traité un questionnaire quantitatif, dans ce questionnaire quantitatif, j'ai une des questions dont la réponse était que 75% des répondants déclarent que les deux principaux axes d'amélioration de l'expérience sur France.tv sont les publicités et la personnalisation de l'interface et des contenus. On peut aussi en ressortir 2 insights, qui sont l'expérience sur France.tv n'est pas assez personnalisée, qui était le deuxième axe, et aussi que la pub est frustrante. Donc là, on peut voir à petite échelle, sur 2 expérimentations, qu'on peut interconnecter tous nos apprentissages et en sortir toutes nos observations pour en sortir des grands apprentissages. Et imaginez ça à l'échelle de 9 produits, de dizaines de designers et de centaines d'expérimentations. On aurait vraiment comme apprentissage toute la résultante de notre recherche et en fait, on perd rien en chemin. En fait, on capitalise vraiment sur toutes les expérimentations. C'est vrai que Karim, on n'a pas dit au début qui s'occupait de la research un peu, enfin qui pouvait rentrer justement ces données-là. Donc chez France TV, on a principalement les UX designers qui viennent rentrer les expérimentations et les observations. On a aussi, dans le cadre des questionnaires quantitatifs, de l'équipe data aussi, qui vient remplir les observations. Les insights sont toujours à la main de l'UX, puisque ce sont les apprentissages issus des observations. Il y a un petit travail d'analyse, donc là, c'est toujours à la main de l'UX. Mais en tout cas, au niveau des expérimentations et des observations, c'est à la fois les personnes aujourd'hui, en tout cas, de la data et les UX designers qui viennent le remplir. Alors historiquement, l'Atomic Research, c'est une méthode qui a été définie par Daniel Pidcock et lui, dans sa priorisation, enfin dans sa méthodologie, il poussait à la fin, après les apprentissages, les recommandations. Sauf que en fait, chez France TV, ce ne sont pas les designers, ce ne sont pas les UX qui définissent les solutions envisagées, c'est des choses qu'on fait en co-conception avec toutes les parties prenantes autour d'ateliers. À la place de définir des solutions, en fait, notre dernière étape, nous, c'est la partie priorisation. Pour prioriser les insights et les apprentissages qui ont le plus d'impact, sur lesquels il faut générer des solutions. Du coup, comment l'atomique va venir dans la priorisation et nourrir la priorisation? Si par exemple on reprend notre insight sur la présence de publicité est frustrante dans la consommation de contenu, on va définir le reach. Donc le reach, c'est le nombre de personnes qui vont être touchées par cet insight. On va venir définir l'impact. Donc quel est l'impact sur l'utilisateur avec cette problématique, si je la résous, ou quel est l'impact qu'elle a négativement. Et enfin, là où l'atomique va venir jouer, c'est sur la confiance, puisque au vu de tous les résultats qu'on a de notre recherche, eh bien on va savoir dire si on a plutôt confiance ou non dans l'insight, parce qu'on aura fait X expérimentations, qu'on aura eu X observations qui l'auront prouvé.
Ou alors, en fait, on va juste venir dire que dans l'atomique, qui est notre référentiel de recherche, aujourd'hui, nous n'avons pas de données qui vient corroborer cet insight, si par exemple c'est un insight qui est venu d'une autre façon que de l'atomique. Et on pourra dire que en confiance, on est à 0 et que peut-être ce qu'il faut faire, c'est lancer des tests ou partir en discovery. Enfin, comment la Product Atomic Research, elle intervient dans notre process. Donc, elle intervient dans 3 parties. Donc, la première, c'est qu'elle va venir nourrir les listes des sujets, donc les inputs qu'on va venir donner d'un point de vue stratégique. Donc, elle va venir nourrir les besoins utilisateurs au même titre que les nécessités de type technique, juridique, événementiel, mais au même titre que les inputs stratégiques, donc tous les sujets qui viennent de la stratégie. Enfin, elle va venir aussi nous aider à prioriser. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, grâce à la confiance du RIC, elle va venir au moment où on aura la liste de toutes nos opportunités, de tous nos sujets, elle va venir aider à prioriser, prioriser les bonnes opportunités qui deviennent une initiative. Et enfin, elle va aussi venir nous aider ici à définir le problème, puisque à l'aide de toutes les observations qu'on aura eues, elle va permettre de mieux creuser les problèmes qui auront été remontés. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était l'atomique et un peu la méthode et la Product Atomic Research et comment ça intervient dans notre process, il y a pourquoi on a choisi Coda comme outil de repository. Donc au final, dans les outils de repository, il y a 2 types d'outils. Il y a les outils qu'on appelle un peu sur mesure, souples et légers. Donc ça peut être des Coda, des Notion, par exemple. Donc ce sont des outils qui permettent d'avancer vite et d'être agile dans la construction de nos besoins. Donc c'est des outils qui n'ont pas forcément de fonctionnalités, qui ne sont pas forcément orientés dans un premier temps en tant qu'outil de repository. C'est des outils qui peuvent faire plein d'autres choses, mais qui ont un très bon usage en tant qu'outil de repository. Versus, on a des outils qu'on appelle un peu managés. Donc, c'est des outils qui sont solides, performants, mais rigides et non personnalisables. Donc là, par exemple, on peut avoir des Dovetail. Dovetail, c'est un outil qui est très connu comme outil de repository. Là, c'est des outils qui ont clairement été créés pour faire du repository d'Atomic Research. Mais c'est des outils qui arrivent avec un certain nombre de fonctionnalités dont vous ne pouvez pas trop sortir et dont vous ne pouvez pas personnaliser. Vous avez les fonctionnalités que propose l'outil et vous ne pouvez pas faire d'autres choses avec. On a tendance à les mettre l'un contre l'autre, mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais outil. Coda est un très bon outil, Dovetail est un super outil aussi. En fait, le principal, c'est de choisir le bon outil en fonction de votre contexte et de vos besoins, en fait. C'est la seule chose. Nous, on a choisi Coda, et je vous dirai après pourquoi, juste après, parce qu'en fonction de notre contexte et de notre besoin, c'était le meilleur outil. Mais il y a plein d'organisations pour lesquelles Dovetail ou d'autres outils un peu managés orientés Atomic seront aussi des super outils. Et du coup, nous, on a choisi Coda. Pourquoi ? Pour sa souplesse et sa personnalisation. Et en fait, on avait besoin d'un outil souple et personnalisable parce qu'on a vite compris en tout cas, que l'Atomic Research tout seul ne pouvait pas fonctionner au sein de l'organisation France TV. Il fallait faire un rapide lien avec le produit. Comme on l'a montré tout à l'heure, en fait, si de nos apprentissages, on n'en fait rien et qu'on n'a pas de lien avec le produit, qu'on ne les réinjecte pas dans nos roadmaps et dans nos backlogs, au mieux, c'est très bien d'historiser, de centraliser notre connaissance, mais on ne va pas réussir à générer de l'impact et faire porter la voix de l'utilisateur dans nos roadmaps et dans nos backlogs. Donc, dès le début, on savait qu'il fallait faire un peu un pont entre le design et le produit pour centraliser la recherche, mais aussi faire la priorisation. Donc, pour amener les PM dans notre Product Atomic Research et dans notre repository, il fallait aussi un endroit où ils pouvaient directement faire la priorisation des insights qui étaient ressortis et aussi avoir un peu une notion de suivi de projet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que Coda nous permettait de faire tout ça, contrairement à des outils un peu managés comme Dovetail, où en fait, tu ne peux pas sortir de l'historisation et de rentrer des données. Et enfin, maintenant que vous savez pourquoi on a choisi Coda, en fait, Coda, dans la pratique, ça ressemble à quoi chez nous ? Ça ressemble à ça. En gros, on a sur la gauche, c'est un peu notre architecture. Donc, en fait, on a une section Atomic Research, on a une partie expérimentation ici, on a une partie observation, insight, et après, la priorisation des insights. Ensuite, tous nos modèles de page sont très similaires. En gros, on a le haut de page qui est ici, donc où en fait on vient remettre le titre de la page. On a un peu un guide d'accompagnement sur qu'est-ce qu'une expérimentation, comment fonctionne cette page et comment bien rédiger une expérimentation. Ce sera pareil pour la partie observation et insight. Ici, c'est observation et ici, c'est insight. Et là, c'est comment bien rédiger qu'est-ce qu'une observation, qu'est-ce qu'une insight, comment bien rédiger une expérimentation, comment bien rédiger un insight. Et juste en dessous, on a un bouton d'action qui est ajouter une expérimentation ou alors ajouter une observation et ajouter un insight.
Ça, c'est le haut de la page et le bas de la page, ça commence par les filtres et par un tableur assez classique. Le haut de page nous permet d'ajouter ici une expérimentation. Quand on veut ajouter une expérimentation, il y a une petite popine qui s'ouvre et qui vient nous demander un certain nombre d'informations. Donc les informations qu'on va nous demander, c'est le nom de l'expérimentation, la méthode, une description aussi de l'expérimentation. Donc dans la description, on a tendance à mettre pourquoi on le fait, qui on a visé comme cible, le nombre de personnes, le nombre de répondants, etc. Aussi, si c'est du quali, du quanti, est-ce que c'est des types d'études internes ou externes? Donc une étude interne, c'est quand c'est commandité par France TV. Les études externes, c'est quand c'est des études assez larges, par exemple des études de l'ARCOM, de l'ARCEP sur les usages de la VOD, par exemple. Une fois qu'on a rempli un peu toutes ces informations, on arrive sur un tableau comme celui-là. Tableur assez classique. J'ai dû flouter les informations parce qu'il y avait des informations un peu stratégiques et on ne pouvait pas trop partager les études qu'on a en cours en ce moment. Mais je pense que vous pouvez quand même vous projeter. Donc en haut, on a plusieurs filtres. Donc on peut filtrer par produit, par expérimentation, par méthode et par année aussi. Et donc là, en fait, on a toutes les informations qui étaient mises tout à l'heure. Donc on a le produit, le nom. Là, on a un lien pour un partage rapide. On a aussi la description, on a le nombre d'observations et on peut rapidement venir voir, consulter toutes les observations issues de l'expérimentation ici en cliquant sur le lien. On a la méthodo, le quali quanti, est-ce que c'est du quali du quanti, et le support aussi, et l'année. Donc en fait, quand on arrive et qu'on veut regarder un peu toutes les expérimentations qu'on a faites, et ben on vient ici et puis on peut soit filtrer, soit venir les lire et puis rapidement avec toutes les informations faire un peu son choix et venir consulter les observations qu'on souhaite regarder. Ensuite, pour la partie observation. Donc la partie observation, c'est pareil, le haut de page, c'est comme tout à l'heure, vous pouvez appuyer sur le bouton jaune et le bouton jaune vous permet de rentrer une popine et vous permet de rentrer l'observation. Là, on a un peu plus de filtres, donc on peut sélectionner par produit, par expérimentation, mais aussi par zone et par tag. Donc en fait, quand on va venir rentrer une observation, donc c'est soit un verbatim, soit de la data quanticali, on va venir immédiatement lui rattacher son expérimentation pour pouvoir vite le retracer et savoir d'où vient cette observation. Ensuite, on va venir lui associer son insight et du coup son apprentissage. Ensuite, son support. Et après, ce qui est important aussi, c'est la zone et le tag. Donc la zone et les tags, c'est quoi? Le tag, c'est un peu la thématique de l'observation. C'est-à-dire, est-ce que c'est une thématique autour de la recherche? Est-ce que c'est une thématique autour du login? Est-ce que c'est une thématique autour de la personnalisation? De telle sorte à ce que des fois, on ne veuille pas rechercher, pas forcément par expérimentation et par observation, mais plutôt par grande thématique. Par exemple, je veux savoir toutes les observations qui sont issues du login. Eh bien, il est juste avec le tag login, vous pouvez remonter toutes les observations. Et c'est là où l'atomique est fort, c'est que du coup, en venant mettre une observation, en le liant immédiatement à son expérimentation et à son apprentissage, ça permet une bonne traçabilité. Donc ça, c'est pour la partie observation. Ensuite, on a deux types d'observations, c'est-à-dire que là, c'est toutes les observations qu'on va venir mettre issues de tests qu'on a menés, mais on a aussi des observations qui viennent de remontées automatiques. Donc les observations qui viennent de remontées automatiques, c'est par exemple les retours store. Donc automatiquement, sur la page Avis Store, tous les retours de tous nos utilisateurs remontent. Et là, on commence à faire un premier pré-filtre. Et en fait, on va pouvoir venir ajouter ou supprimer les observations. Quand est-ce qu'on ajoute, quand est-ce qu'on supprime une observation? C'est quand elle nous permet d'avoir un enseignement. Si par exemple, un utilisateur nous dit votre application est trop bien, on va la supprimer parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui est trop bien dans cette application. Donc, on ne pourra pas tirer d'enseignement, on ne pourra pas en faire grand-chose. A contrario, si par exemple, l'utilisateur vient nous dire votre application est trop bien car les contenus sont très variés et de très grande qualité, là, on sait pourquoi elle est bien et là, on peut l'ajouter et tirer un enseignement qui est que la qualité perçue, par exemple, des programmes France TV est bonne. Donc, en tout cas, il y a un vrai attachement au contenu France TV et à la marque. Et à droite, il y a quelque chose qu'on fait uniquement pendant les événements, notamment événements sportifs. On a les retours des réseaux sociaux, où en fait, on a un compte Twitter où en fait, en likant certains contenus ou en retweetant certains contenus, on peut les faire remonter directement dans Coda. Et là, notamment pour les événements sportifs comme Roland-Garros, comme le Tour de France, les JO, ça nous permet de voir un peu l'expérience perçue par les utilisateurs et du coup de pouvoir ajouter celles qu'on juge les plus saillantes à notre liste d'observation. Ensuite, on a la partie Insight, donc c'est la partie un peu la plus importante parce que c'est celle qui vient regrouper tous les apprentissages de tous les produits. Du coup, là, elle marche un peu comme la partie observation et expérimentation.
Donc on a la liste des produits, on a la liste des insights, et là vient apparaître un truc qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, mais les personas. Donc certains produits en tout cas ont des personas, et ça nous permet de les rattacher aux insights. Quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas? Alors parfois on n'ajoute pas de persona à nos insights parce qu'on est trop dans l'intuition, donc on n'a pas de vraie raison de le faire. On est vraiment, quand on est dans on pense que ce persona est relatif à cet insight, on ne le met pas. On le met uniquement lorsqu'on est sûr. On a par exemple des personas comme le login, enfin des insights comme le login. On sait qu'ils vont toucher tous nos personas parce qu'aujourd'hui, le login est obligatoire sur France.tv. Donc on ne se pose pas la question de se dire est-ce qu'il y a un persona qui est ou non touché par le login. On sait que ça touche tout. Donc à côté de nos personas, on a le nombre d'observations. C'est le nombre de fois où on a observé quelque chose qui venait prouver l'insight. Et à côté, on peut rapidement venir regarder et consulter la liste de toutes ces observations. À côté, on a son score RICE, donc à Price. Je reviendrai un peu plus en détail après sur comment on le fait. À côté, on a le rapport Quali-Quanti relatif au nombre d'insights et au nombre d'observations. Donc là, on peut voir qu'on a beaucoup de quanti. Là, on a un peu du mix Quali-Quanti. Là, c'est beaucoup de quanti, beaucoup de quanti. Ensuite, on a les années sur lesquelles on a observé ces expérimentations. Ensuite, on a tous les types de tags, donc en gros les tags thématiques qui sont relatifs à cet insight, et aussi toutes les expérimentations. Ensuite, on a la partie priorisation des insights. Donc une fois qu'on a ces insights, on a une autre page donc, qui est priorisation des insights, où en fait les insights remontent. Et là, les PM peuvent venir du coup mettre la notion de reach, d'impact, de confiance. Et à côté, ça calcule automatiquement en fonction de l'échelle sur 5 le score RIC, le score PRIC. Ensuite, à côté, on a le type d'insight. On a plusieurs types d'insight. On a des insights de type douleur utilisateur, donc, quand c'est vraiment quelque chose c'est un vrai pain point. Et après, on a des insights aussi de type un peu connaissance utilisateur. Donc c'est quand on a des apprentissages dont on sait qu'ils ne vont pas forcément tirer des enseignements, mais qui sont importants à avoir en tête dans la connaissance utilisateur. Ceux-là ne vont pas dans la priorisation des insights parce qu'en fait, comme on ne peut pas en tirer d'enseignement, que c'est juste de la connaissance utilisateur, on ne les priorise pas. Dans la partie insight, c'est vraiment tous les insights dont on sait qu'ils sont actionnables et que derrière, avec le produit, on peut faire des choses pour répondre. Il n'y a pas forcément que des insights négatifs. On peut aussi tirer des enseignements et on peut aussi actionner des choses d'insights positifs. Il ne faut pas toujours voir sous forme de problème. Des fois, il y a des choses qui se passent bien et dont on peut encore aller plus loin ou sur lesquelles on peut encore générer d'autres actions pour encore aller plus loin dans son. Et enfin, ici, on relie toujours nos insights à un peu nos objectifs de l'année et nos objectifs annuels pour voir à quoi ils répondent quand on va les prioriser. Sur la partie insights, j'avais oublié aussi une chose qui était importante. On a aussi ce qu'on appelle les super insights. Qu'est-ce qu'un super insight? Un super insight, c'est un insight qui est relatif à plusieurs produits. Donc, par exemple, il s'avère que des fois, sur des problématiques comme le login ou comme la pub, on voit que ce problème est à la fois sur France.tv, mais aussi sur l'App Store, mais aussi sur Roku, mais aussi sur France Info. Et en fait, quand on le revoit popper un peu dans plusieurs produits, on se dit que c'est un super insight et que c'est un insight qui est présent un peu partout. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit tag à côté, donc on peut venir l'highlighter, c'est un point bleu. Après, dans la liste des super insights, rapidement voir ceux qui sont relatifs à plusieurs produits. Et là, cette partie-là des super insights, elle est surtout pour les leads, pour les head-off, pour qu'ils aient une vision un peu macro et de se dire, OK, sur tous mes produits, est-ce que j'ai des problèmes qui sont récurrents sur plusieurs produits qu'on peut adresser de façon un peu transverse. Et alors là, du coup, je vous ai montré en gros, notre quotidien dans Coda, avec les insights, les observations, comment on les rentrait, comment on venait consulter. Mais en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, Coda, on n'utilise pas Coda uniquement pour faire de l'atomic research, on l'utilise aussi là pour faire de la priorisation. Mais pas que, on l'utilise aussi pour faire nos personas. Donc là, sur la gauche, vous voyez nos personas France.tv. Et en fait, on peut, un peu à la manière d'observation et d'expérimentation, on peut venir créer nos personas ici. Donc en fait, on a un template avec une popine où on peut venir mettre le nom du persona, définir si c'est un cœur de cible ou pas, définir donc aussi son profil socio-démo, un peu son état d'esprit. Et après, on va venir un peu mettre qu'est-ce qu'il regarde comme type de contenu. Et la partie la plus intéressante, c'est la partie archétype. Donc en fait, on va venir mettre un verbatim qui décrit un peu le mieux possible notre persona. Et en dessous, on va mettre un peu ces facteurs de motivation, ces facteurs motivants.
et un peu les leviers potentiels. Et en fait, les facteurs motivants et les facteurs limitants, on va pouvoir directement les relier à des insights et à des observations. Donc en fait, on peut venir mettre un peu de chaleur et de couleur un peu à nos personas directement via notre activité de recherche et via les observations et les insights qu'on ressort de notre recherche utilisateur. Donc c'est quand même assez appréciable. Enfin, nous, je sais qu'on a beaucoup aimé le faire quand on a voulu créer un persona, de directement juste avoir tapé nos verbatim et nos insights pour les relier et pour donner un peu plus de poids à nos personnes. Et enfin, le dernier truc en date, mais ça avec Mitch, je pense qu'on en reparle, enfin avec Mitch, avec Michael, on en reparlera, je pense, bientôt. Mais récemment, côté France.tv, donc on s'est lancé dans la track diff. La track diff à la fois pour voir un peu la perception de ce qui ne pouvait pas être d'un point de vue impact par la data analytics ressentie par l'utilisateur. Donc on a lancé la track diff et du coup Coda nous sert aussi à analyser notre track diff. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des campagnes avec le questionnaire raccourci un peu de 10 questions. On a un grand nombre de réponses, donc on a à peu près 9-10 000 réponses. Et en fait, traiter à la main 10 000 réponses d'attractifs, c'est absolument impossible. Donc via Coda, on peut venir copier-coller un peu nos Excel de réponses. Et automatiquement, en fait, on a un peu des visualisations de scores sur la qualité pragmatique, sur l'attractivité, sur la qualité hédonique, l'identité de stimulation. Et ça nous permet de mieux analyser et de faire ça rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, Coda, on ne l'utilise pas que uniquement pour l'atomic research, on l'utilise aussi pour nos templates de persona, on l'utilise pour la priorisation, on l'utilise aussi pour la track diff, on l'utilise aussi pour faire du Kanban et du suivi de projet, notamment quand on veut planifier un peu nos discoveries et pas s'entremêler sur les questionnaires usability et pas les faire en même temps. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire un peu le pont entre à la fois ce que font les researchers, les UX, mais aussi que d'autres corps de métier peuvent venir un peu s'intégrer dedans et puissent voir la plus-value pour un peu les faire rentrer dans la tête. Et du coup, les enseignements majeurs après 2 ans d'utilisation, rapidement en chiffres, donc on l'a lancé en septembre 2020, enfin, le tout début, mais en vrai, ça fait vraiment 2 ans. Donc on a maintenant 10 produits qui sont concernés, donc le 9 plus un autre qui est concerné aussi. On a 302 expérimentations à date. On a un total de faits observés de 9 653 et on a un rapport entre quali et quanti de 60-40 et on a 587 apprentissages. Donc ça, c'est 587. Tous ces chiffres-là sont relatifs à tous nos produits. Donc ce qui est quand même assez conséquent après 2 ans d'utilisation. Les avantages et les inconvénients de Coda. Donc les plus. Bah, comme les chiffres l'ont montré avant, ça reste un outil robuste quand même. Parce qu'au final, on a quand même 10 produits, on a presque 10 000 observations, on a plus de 500 insights. Et ça tient bien, en tout cas. Et nous, ça a toujours répondu à nos attentes en termes de structure et d'historisation. C'est un outil aussi qui permet de commencer petit et d'intégrer les différentes parties prenantes. Donc au début, on n'avait pas tout ça. Hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est pas arrivé d'un coup. C'est arrivé petit à petit. Au tout début, on avait juste expérimentation, observation, insight. On a commencé petit comme ça et après, on a rajouté les fonctionnalités en fonction des besoins. Et c'est aussi ce qui est bien avec Coda, c'est qu'on a un peu une impression de possibilité infinie et de pouvoir tout faire avec. Quand on a commencé, on se disait pas du tout qu'on allait pouvoir analyser nos attractifs, faire des personas, faire de la prio et faire plein d'autres choses avec. Et du coup, on a l'impression qu'il peut répondre à tous nos besoins. Les moins, c'est que la customisation n'est pas toujours évidente. Nous, on a eu de la chance d'avoir Michael Bers qui a rapidement pris en main Coda et qui a pu le faire évoluer selon nos envies. Mais ça se fait pas facilement. Il faut quand même y mettre un peu de temps et être un peu dédié à ça pour pouvoir vraiment le comprendre et l'exploiter au mieux. Je pense que comme vous avez pu le voir, la prise en main n'est pas toujours simple et elle peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de lignes, ça reste un Excel avec beaucoup de colonnes. Il y a aussi beaucoup de choses avec les choses du produit. Donc ça peut faire un peu peur et là, ça peut faire un peu cockpit d'avion et on peut se dire mais je suis un peu sous l'eau, qu'est-ce que je fais avec toutes ces lignes, toutes ces colonnes, comment je retrouve l'information? Et du coup, ça va un peu avec mon troisième point, c'est que c'est vrai que c'est un outil qui est via son côté un peu Excel et tout, qui peut paraître un peu moins user-friendly que des outils comme Dovetail qui sont au niveau UI et très, très jolis et quand on voit en tout cas les images qui sont très accessibles d'un point de vue première utilisation. Et il manque peut-être une fonctionnalité à Coda qu'on aimerait bien avoir, c'est que à Dovetail, c'est la retranscription des tests utilisateurs en vidéo où en fait
Juste en mettant une vidéo, il vous retranscrit automatiquement en texte, les tests et vous avez juste à highlighter un peu les parties que vous voulez mettre en avant. Ça, c'est quelque chose que Coda n'a pas, mais parce que c'est pas forcément leur cœur de métier. Mais si un jour il y avait cette fonctionnalité, ou en tout cas, si vous faites beaucoup de tests utilisateurs en vidéo comme ça et que vous voulez une retranscription rapide, Dovetail fait ça très bien. Et il y a une notion de prix aussi qui est pas négligeable. Alors, ça dépend des organisations, mais pour France TV, le prix, c'est une des composantes qui rentre en jeu quand on choisit des outils. Et Coda est moins cher que Dovetail. Dovetail, c'est quand même un peu plus cher. Ensuite, les conseils un peu pour déployer la méthode de la Product Atomic. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de partir petit et de déployer progressivement. Ça sert à rien de mettre énormément de fonctionnalités, mais plutôt de bien faire déjà la partie un peu expérimentation, observation et insight et apprentissage, de viser un maximum de promoteurs, donc de rapidement identifier les personnes dans vos équipes qui voient l'avantage de l'atomique et qui sont chauds pour y aller et qui veulent vraiment se lancer dedans. Et il y a deux parties qui sont s'auto-évaluer régulièrement et maintenir une communauté. Alors cette partie-là, ça pourrait être un talk à lui tout seul, mais globalement, c'est de maintenir une communauté, donc de faire de nombreux points pour expliquer un peu la démarche, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc des points chaque semaine. Nous, on fait ce qu'on appelle des Atomic Academy tous les 6 mois où on regroupe tout le monde et où on repartage encore les apprentissages qu'on a pour que tout le monde puisse connaître la méthode. Et on s'auto-évalue régulièrement tous les 3 à 6 mois avec des questionnaires pour prendre un peu la température. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est aussi faire de la pédagogie régulièrement autour des parties prenantes. Les grands conseils aussi quand on se lance, donc là je vais rapidement aussi, mais globalement, c'est favoriser une approche de maintenance a priori. Donc il y a deux écoles, soit on fait le nettoyage des données a posteriori, ça veut dire qu'on rentre toutes les données qu'on a sans pré-filtre, qu'on a une exhaustivité des données brutes, mais le risque que vous avez à faire ça, c'est qu'il y a un risque de bruit et que vous vous retrouviez sous l'eau avec une quantité d'informations énorme. Nous, on a plutôt privilégié la partie nettoyage des données a priori. Donc c'est de pré-filtrer et de choisir nous ce qu'on rentrait dans l'atomique. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'il y a un risque de biais. Comment ne pas inclure de biais à la racine? C'est en gros de se dire qu'il faut identifier les observations les plus saillantes, qu'il faut tendance à éviter et supprimer les observations qui n'apportent pas d'enseignement. Et surtout, le plus important, c'est de couvrir tous les axes, même lorsque mon produit ne semble pas directement concerné. Parce qu'il peut y avoir des modifications de ligne éditoriale, des modifications de stratégie, des produits qui viennent se créer ou dont le périmètre change. Et quelque chose qui n'est pas utilisable ou qui n'est pas intéressant aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intéressant dans quelques semaines. Pareil, autoriser une granularité variable des apprentissages. Donc aujourd'hui, peu importe comment vous rentrez vos tests utilisateurs, nous, il y en a chez France TV qui rentrent tous les verbatim ou d'autres. Moi, j'ai tendance à plutôt mettre un verbatim un peu résumé, enfin plutôt une analyse un peu résumée et je viens l'identifier avec un verbatim un peu saillant. Il y en a qui préfèrent tout mettre. Au final, c'est pas très grave, vaut mieux pas être trop rigide et laisser les UX rentrer un peu comme ils veulent les observations. Parce que de toute façon, ce qui va importer dans la confiance, c'est pas le nombre d'observations. Donc, c'est pas parce que vous avez 50 observations sur quelque chose que c'est ça qui va donner du poids, mais ça va plutôt être le nombre d'expérimentations et le nombre de fois où on a testé, enfin, le nombre d'expérimentations qui nous ont permis de valider un insight. Ça va pas être le nombre d'observations. Ensuite, la complémentarité quali-quanti. Les gens ont tendance souvent à opposer le quali et le quanti, alors qu'en fait, c'est deux choses qui vont de pair. C'est pas des choses qui sont contradictoires. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est le quali et le quanti, parce que le quali ne nous donne pas les mêmes infos que le quanti et vice-versa. Mais c'est plutôt la combinaison des deux qui va nous permettre qui va nous permettre de renforcer nos apprentissages. Et enfin, nous, on a tendance à rentrer le quali et le quanti, en tout cas de la même façon, c'est-à-dire que, par exemple, un verbatim utilisateur qui nous dit trop de pub, bah, ça va être une ligne d'observation. Et par exemple, si on nous dit 5000 utilisateurs déclarent trouver la pub trop persistante sur France.tv, ça va aussi être une observation. C'est-à-dire qu'on ne va pas pondérer le quali et le quanti quand on le rentre, en tout cas dans un premier niveau. Par contre, une fois qu'on est dans le calcul de la confiance, on va donner plus de poids au quanti parce qu'il est plus factuel, il n'est pas déclaratif. Et donc nous, on juge en tout cas chez France TV que avoir du quanti, ça a un peu plus de poids dans la confiance que du quali. Mais au moment où on rentre les données, on ne pondère pas et on les rentre un peu au même niveau. Parce qu'en fait, si on commence à pondérer dès l'entrée le quali et le quanti va toujours venir écraser et noyer le quali. Et donc, on passerait à côté de choses intéressantes. Enfin, c'est quoi la suite? Alors, pour être honnête, nous, on est un peu en régression dans l'utilisation de l'Atomic Research chez France TV depuis quelques mois.
Pourquoi ça? Parce qu'on a eu une grosse vague de turnover, donc on a beaucoup d'externes, on a 90% d'externes. Donc comme on a eu un gros cycle de personnes qui sont parties, et ce cycle faisait partie un peu des débuts de l'Atomic, donc en fait ils ont été un peu biberonnés au lancement de l'outil et de la méthode, donc il n'y avait pas forcément besoin de revenir tout le temps les chercher un peu et les faire travailler sur l'Atomic. Là, on a eu toute une nouvelle vague et je pense qu'il faut qu'on remette le bleu de chauffe, il faut qu'on refasse un peu tout ce qu'on a fait au début sur relancer des Atomic Academy, il faut relancer, je pense, des points hebdomadaires pour accompagner les équipes. Ensuite, mais en gros, le turnover peut être un des principaux facteurs de la régression dans l'utilisation. Ensuite, on est en train de travailler aussi un peu sur une nouvelle version de notre repository pour une meilleure prise en main. Pour qu'ils soient un peu plus user-friendly. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils peuvent faire un peu peur de prime abord. Donc on essaye de retravailler dessus pour qu'ils soient un peu plus sympas à utiliser. Et enfin, même si aujourd'hui on est très content de Coda, continuellement on se pose la question de savoir si Coda est l'outil qui nous convient. C'est de voir à chaque fois si ça répond vraiment à nos besoins. Et ça, c'est des questions qu'on a aussi avec le produit. C'est pas des choses dont on décide tout seul, parce que ça fait partie d'un workflow un peu continu. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, tout ce partage, c'est un travail d'équipe. Donc, un des énormes mêmes remerciements à Michael Bayens et Hélène Mercier, donc, qui sont les grands instigateurs de l'Atomic Research, donc qui ne sont malheureusement plus chez France TV. Mais tout ça, là, c'est grâce pratiquement à eux, puisque c'est eux qui ont eu l'idée, qui l'ont implémenté dans les équipes. Et nous, on les a juste suivis, on a monté dans le bus avec eux et on les a suivis. Caroline Moreau et Ansora Koto. Donc Caroline Moreau, c'est notre VP Design et Ansora Koto, c'est notre VP Product. Lancer de l'Atomic Research dans des organisations comme France TV sans l'appui des stakeholders et des gens de la hiérarchie, c'est pratiquement impossible. Donc eux ont toujours cru en la méthode et ont toujours poussé pour que ça se fasse. Donc sans VP extraordinaire, on n'aurait pas pu y arriver. Et ça, c'est des remerciements un peu plus personnels, mais c'est Chloé Chevalier, qui était du coup l'ancienne lead UX de Point TV quand j'y étais, et Véronique Royer, qui était l'ancienne lead PM de Point TV, avec qui, au sein de Point TV, on a pu développer l'Atomic et faire le lien entre le produit et le design pour réinjecter dans les roadmaps grâce à Véro. Voilà. Et la surprise, ce sera à la fin de questions. Merci Karine. Justement, je voulais l'afficher le temps qu'on fasse les questions. Comme ça peut scanner. Ça marche. En gros, la surprise, enfin le petit cadeau, c'est que en gros, tout le template que je vous ai montré depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est utilisable, enfin qu'on partage et qu'on donne gratuitement, enfin, via France TV en tout cas. Donc en fait, il suffit juste de cliquer un peu sur le lien Coda là ou de scanner le QR code. Et en fait, vous allez juste devoir vous créer un compte sur Coda. C'est entièrement gratuit. Et en fait, vous pouvez cloner notre repository et l'utiliser comme nous on l'utilise avec exactement les mêmes fonctionnalités. Les seules fonctionnalités qu'il n'y a pas, c'est la partie attractif, persona, et la dernière, c'est les retours store. En fait, il faut passer par Zapier. Nous, on passe par Zapier pour le faire. Mais sinon, sur toute la partie priorisation, des insights, lier des observations entre eux, des expérimentations, ça fonctionne comme chez nous, et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et l'autre chose qu'on partage aussi, c'est un peu notre questionnaire d'auto-évaluation. Donc on pousse tous les 3 à 6 mois. Donc là, c'est un form Google et du coup, vous pouvez aussi le récupérer. On n'a pas trop discuté, c'est un sujet on s'est dit avec Karim que c'était peut-être le sujet d'un autre talk, de parler un peu de tous les rituels qui vont être autour de ce repository, justement pour continuer à évoluer dans le bon sens. Oui. D'où aussi ce questionnaire d'auto-évaluation. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à lever la main, et donc on fera peut-être un autre talk dédié sur ce sujet de rituels avec Karim un peu plus tard. Karim, ça te va si on passe aux questions? Yes. Alors, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre, mais d'abord, comment les insights sont-ils partagés à l'ensemble de l'équipe? Alors, globalement, on a ce fort lien avec justement Véro, nous, qui était la IPM, où en fait, dans un premier temps, quand il y a un insight qui émerge, on essaie de voir si c'est du quali, si c'est du quanti. Si par exemple, si c'est que du quali, on va essayer de voir un peu avec la data quanti si on peut pas venir lui donner un peu plus de poids. Et globalement, c'est dans un premier temps un lien qu'on a avec la PM et lui dire ok, voilà, il y a ça qui remonte par les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut le réinjecter dans la roadmap? Qu'est-ce que tu en penses?
Donc on a ce fort lien. Le premier lien qu'on a avec qui on partage, c'est la lead PM du coup et le PM du projet. Donc il y a des points qu'on a tous les mois, même des fois toutes les semaines. Et ensuite, on vient, une fois que c'est un peu priorisé, on le vient partager aussi à l'ensemble des PM, à l'ensemble des head-off. On a ce qu'on appelle des récurrences tous les 3 mois à peu près. On vient un peu partager toute la connaissance utilisateur qu'on a eue sur le trimestre, sur toutes les études qu'on a fait. Donc il y a plusieurs points de partage, soit avec toutes les parties prenantes, head-off, PM, dans un point tous les 3 mois, et au long cours, on a avec la PM chaque 2 semaines un petit peu, dès qu'on a des nouveaux insights pour un peu les creuser, les prioriser. Il y avait en deuxième question, comment évaluez-vous l'impact? Alors j'imagine que c'est l'impact de la research, ou en tout cas l'impact de un ou deux insights qui ont été mis, qui ont été updatés. Ouais, en gros, l'impact qu'on a, c'est comment on calcule l'impact, c'est une fois qu'un insight est priorisé, c'est parmi en gros les insights qu'on vient ensuite archiver. Donc une fois qu'ils sont priorisés, qu'ils sont mis dans la roadmap, on essaye de voir si cet insight, on a réussi à le résoudre, enfin si on a réussi à résoudre le problème. Et une fois que la data nous montre que oui, des parcours utilisateurs, on peut le mettre dans archiver. Donc en fait, l'impact qu'on a, on le mesure plus en fonction des insights qu'on archive un peu au quotidien. On se dit, OK, on a archivé 6 insights. Donc ça veut dire qu'on a eu un peu d'impact parce que 6 retours utilisateurs ont été pris en compte, dont on a trouvé des solutions, ont été développés et archivés ensuite, dont on a résolu le problème. Et quand tu dis on archive les insights et autres, c'est qui ce on? Il y avait une question aussi sur qui utilise le repository en dehors des designers quand ils l'alimentent et pourquoi faire? Le on, c'est toujours PMUX. Donc en fait, on a un fort lien chez France TV. C'est ce qu'on appelle ça des binômes PMUX, où généralement on avance toujours ensemble sur le cadrage de nos sujets, mais aussi sur la façon dont on vient injecter du coda dans l'atomique. On appelle ça un peu un couple chez France TV. Hein, on fait pratiquement tout ensemble. Et du coup, c'est le couple PMUX qui vient dire ok, j'ai travaillé cet insight, je l'ai priorisé, j'ai trouvé une solution, on l'a mis en prod et on peut voir avec la data que ça a marché et du coup on peut se dire qu'on l'archive. Ok. Et donc en dernière question, apportez-vous des recos à l'équipe produit, notamment lors de la priorisation des insights, comme c'est toujours ce binôme PMUX, finalement ça se fait toujours. C'est ça, ouais. En fait, on vient le prioriser ensemble, c'est-à-dire que la priorisation se fait ensemble. C'est-à-dire que quand on définit le reach, le PM dit voilà, le reach de tel insight, c'est ça, l'impact, c'est ça, et du coup, la confiance, elle est remplie uniquement par le designer. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire ensemble. Et du coup, après, on a un score, et puis on le priorise ensemble. Alors, les insights étaient vus comme des solutions. Alors ça, c'est une question. Et si oui, une de vos problématiques était bien de renseigner, de rendre accessibles les données et leur contexte. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, les insights étaient vus comme des solutions. Non, pas forcément. Mais du coup, un insight, justement, nous, c'est notre prérogative, ne doit jamais être une solution, mais doit toujours être sous forme de problématique à répondre. Et oui, une de vos problématiques, c'était du coup, de bien renseigner, de bien rendre accessibles toutes les données, parce que souvent, il y avait des designers qui allaient voir des PM, des PO, qui leur disaient, bah voilà, ce serait bien qu'on puisse travailler sur tel ou tel sujet, mais avec pas forcément de moyens de tracer pourquoi on le faisait et de venir prouver pourquoi il fallait travailler sur tel ou tel insight ou tel apprentissage. Parce que la personne d'avant n'avait pas laissé son test utilisateur, parce qu'on l'avait un peu perdu dans les fichiers. Alors que là, le PM, si tu vas le voir et que tu lui dis voilà, cet insight est remonté de la part des utilisateurs et qui te dit ouais, mais tu sors ça d'où, tu as juste à lui dire bah voilà, c'est 5 expérimentations qui le montrent, c'est X observations et là, c'est tout de suite plus factuel et du coup, on peut pas trop se méfier ou on peut pas trop défier des choses aussi factuelles. Donc, rentrer les informations type observation, insight, un peu toute la matière première que vous récoltez. Est-ce que c'est un travail que vous faites après toute l'analyse de votre étude? Oui, globalement, on attend du coup de faire passer nos études, on les analyse, on en sort des observations, des insights et après on vient les rentrer dans Coda.
Donc finalement, la prise de notes vraiment des échanges pendant les tests utilisateurs et autres formats, vous les faites autre part et c'est Oui, l'analyse que vous allez implémenter dans Coda? c'est ça, exactement. Nous, on a tendance à prendre nos notes, on a des sortes de templates un peu de prise de notes qu'on a dans Figjam, un peu. Mmh. On vient les rentrer. Après, ça fait double travail, hein, il y a peut-être, enfin, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le fait. Et c'est là où un Dovetail est fort, c'est que il retranscrit automatiquement en texte, les interviews utilisateurs et vous avez juste à highlighter les textes. Nous, du coup, on a tendance à avoir nos prises de notes sur un Feedjam un peu, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on rentre pas toutes les données, on a tendance à sélectionner un peu. Donc, on préfère, de prime abord, faire ça un peu autre part et se dire: «OK, c'est tout ça que je vais rentrer dans l'atomique» pour éviter d'avoir un peu un surplus d'informations et de données. Et justement, ça vous prend à peu près combien de temps, de remplir ce Coda? Est-ce Ça que tu prend arrives à le quantifier? Ça prend beaucoup de temps. C'est aussi l'une des problématiques sur lesquelles on est en régression, c'est que tout à l'heure je disais le turnover est un facteur important, mais le temps à disposition des designers en est un aussi très important. Hem, je pense que c'est assez variable, ça dépend de quand est-ce qu'on fait des études. Traiter les retours store par exemple, au compte-gouttes, c'est pas très long, ça prend une petite heure par semaine en fonction du nombre de retours. Par contre, ouais, rentrer une grosse étude de je sais pas, 150 slides par exemple ou 100 slides, ça peut bien prendre, 5-6 heures, voire un peu plus pour, bien, dépioter un peu l'étude, en ressortir que ce qui est vraiment important, ressortir les observations, des insights. C'est des choses qu'on a tendance à faire à 2-3 et qui nous prennent, ouais, peut-être 6-7 heures des fois sur des trucs comme ça. Et un test utilisateur, ça peut aller assez vite, ça peut aller à 2-3 heures, on va dire. Donc c'est des choses qui sont pas négligeables en termes de temps, c'est sûr. Mmh. Et il en faut. Et au début, quand c'est la prise en main et qu'on se pose plein de questions, ça prend encore un peu plus de temps et Évidemment. plus on maîtrise, plus ça va vite. Et pour les observations automatisées, qui est-ce qui réalise ce préfiltre, et à quel rythme? C'est les UX et en tout cas, nous, pour Point TV, on fait ça, à minima chaque semaine et quand vraiment on n'a pas le temps, on fait ça chaque mois. On essaye de chaque mois faire, un peu après un résultat de tous les retours stores qui sont remontés. Mais ouais, c'est toutes les semaines et tous les mois. On essaye parce que sinon après ça s'accumule et on le traite jamais. Donc on s'astreint un peu à le faire chaque semaine, chaque mois. Donc chaque UX designer a vraiment un temps de research dédié pour faire, Il est pas vraiment dédié, mais on s'astreint à s'en dédier. En tout cas, d'accord. on essaye le plus possible de le faire rentrer. Après, pour être totalement honnête, aujourd'hui, avancer des sujets ou cadrer des sujets, ça reste, toujours prioritaire, sur l'atomique. C'est-à-dire que, il faut pas que, par exemple, si tu as le choix entre cadrer un sujet, important, ou même pas important, mais en tout cas cadrer un sujet ou devoir faire un atelier ou quelque chose comme ça, tu passeras toujours ton temps de façon prioritaire à ça, comparé à traiter des retours stores, puisqu'il faut faire avancer quand même la roadmap et nos sujets. Mais en tout cas, on essaye de forcer, de s'astreindre à avoir du temps pour faire de la production. On a aussi des design ops chez France TV qui maintenant nous aident aussi à dégager du temps pour pouvoir faire de l'atomique parce qu'on sait que c'est important et pour dégager aussi du temps de production versus tout le temps qu'on peut passer en réunion ou en cadrage. Donc on a de l'aide aussi pour se dégager du temps. Et donc vos observations automatisées, elles arrivent sur un autre support, hein, c'est ça? En fait, elles arrivent dans Coda, donc bien Ah, dans notre outil de là, repository, mais via Zapier, ouais, c'est via Zapier, c'est l'outil qui fait le lien entre nos retours store et OK. nos et Coda. Mais ça revient bien dans Coda. Une question sur l'onboarding. Est-ce que le repository facilite l'onboarding et la reprise des sujets avec les nouveaux arrivés? Oui, pour le coup, là, nous, on a pas mal de turnover et pas mal de personnes qui arrivent et lors de leur premier sujet, souvent, ils essayent de chercher de la data utilisateur et rapidement, ils arrivent à se projeter un peu dans l'atomique et trouvent les bienfaits et la valeur que ça a. Et ils peuvent rapidement trouver les observations que les précédents UX qui viennent remplacer viennent, viennent chercher toute l'information dedans. Par exemple, là, dernier cas sur Oku, on se posait des questions sur certains wordings. Et en fait, la nouvelle UX, bah, du coup, n'avait que à revenir voir les observations et les insights laissés par le précédent UX pour mieux comprendre la problématique et ne pas avoir à refaire ce travail. Donc oui, il y a un vrai, dans la reprise de sujet, il y a une vraie plus-value. Il n'y a pas besoin de refaire de la recherche ou d'aller chercher.
tout ce qui avait été laissé par le précédent UX est là et c'est plus simple. Donc tu vas gagner du temps finalement dans la reprise des sujets, mais tu vas en passer un peu plus par contre sur l'onboarding de l'outil? Oui, ça par contre, l'onboarding de l'outil, c'est pas négligeable en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu peux pas laisser, même avec des présentations, tu peux pas forcément laisser quelqu'un, dès le début en disant, «Crée-toi un compte, rends des observations». Il faut un peu lui faire un tour du propriétaire, lui montrer un peu comment ça marche, comment bien créer les tags pour pas les dupliquer. Il y a un petit, Et est-ce que c'est toi qui as un peu ce poste de garant qualité du coda en transverse ou est-ce que finalement c'est plutôt chaque PM ou X qui va former le nouvel arrivant de son équipe? Comment ça non, se passe? aujourd'hui, c'est moi parce que je suis le plus ancien et Mitch le faisait avant aussi. Donc on était les 2. Dès que quelqu'un arrivait, en fait, ouais, c'est ça, c'est le réflexe qu'on avait aussi, c'est dès que quelqu'un arrive, on lui met un point dans son calendrier et on lui dit, «Onboarding Coda» et bon, on lui explique un peu la méthode, comment ça marche, comment fonctionne l'outil et cetera et du coup, donc on s'astreint à ça. Ouais, c'était Mitch chez moi, maintenant c'est moi. Généralement, quand il y a des questions autour de l'atomique, j'essaie d'aller répondre et j'onboard un peu les gens. Donc voilà. Et tu as aussi un onboarding coda côté produit, j'imagine? Oui, c'est ça. Je fais un point obligatoire avec tous les UX, je fais le même avec tous les PM. D'accord. Pour leur expliquer la méthode, comment ils peuvent l'utiliser. En fait, on est obligé d'onboarder le plus possible de gens et de métiers différents si on veut que ça fonctionne. Parce que si le PM il voit pas comment fonctionne Coda, si c'est pas la plus-value et la valeur que ça a, Il l'utilisera pas. il n'utilisera pas et il y aura jamais de lien entre produit et design. Et au mieux, on historise, mais on peut pas avoir d'impact, donc c'est pas très intéressant. Je crois que c'est la dernière question. Quelle fourchette de durée entre le moment où une observation est réalisée et l'archivage d'un insight est fait? Ça dépend. Nous, aujourd'hui, sur Point TV, on est sur des cycles de PI et de cadrage de 3 mois. Donc, en gros, à chaque PI, on se pose la question de savoir quel insight on peut venir remettre dans le backlog. S'il est priorisé, max 4 mois, quoi. En gros, entre le moment où il va être priorisé, au moment où on va le cadrer pendant les 3 mois parce que c'est notre cycle, et il va partir en delivery dès le cycle d'après. Donc, max 4 mois. Ouais. OK. Mais ça peut aller beaucoup plus vite si on a des organisations qui sont pas cycliques sous forme de PI de 3 mois. Si on a des choses plus mensuelles, par exemple, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, on essaye de faire remonter des insights le plus vite possible. Et en tout cas, avant, parce que là, on était sur des cycles de 3 mois, mais avant, quand on était sur des cycles plus petits de cadrage d'1 mois, ça allait très vite. En fait, avec Véronique du Royer, on avait on avait ce qu'on appelle un top 10 des insights. Donc, on avait toujours notre top 10 et à chaque fois qu'on définissait les prochains sujets qu'on allait faire le mois précédent, on essayait de checker un peu le top 10 et de voir si ces sujets étaient plus prioritaires que les sujets qui venaient de la stratégie et des sujets un peu plus business. Et là, on allait beaucoup plus vite et on pouvait très rapidement faire remonter des insights et les développer, enfin les cadrer, les développer en 1 ou 2 mois. Donc ça dépend un peu de nos cycles de delivery, mais ça va relativement vite. Alors non, c'est pas du tout la dernière. On a trois autres dernières Pas de questions, mais souci. rapidement. Du coup, quel rôle, dans votre organisation ont le droit d'écriture dans Coda? Je crois que c'est un peu tout le monde. Tout le monde. Il y a juste une partie enfin, il y a 2 parties qui sont un peu réservées. Donc la partie des insights est réservée aux UX, parce que du coup, c'est les apprentissages. La partie prio est réservée aux PM, puisque tout le monde ne va pas venir prioriser. Par contre, la partie expérimentation, observation, c'est à tout le monde. Mais du coup, est-ce que tu as des droits par périmètre Coda pour, dire: «Non, tu as pas les droits d'édition» Ouais, 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 tu as des droits par page. En gros, expérimentation, observation, tout le monde peut venir écrire. Insight, que les UX. Et prio, c'est que les PM. Mais oui, dans Coda, tu peux venir mettre des droits selon les pages et selon les personnes. Et est-ce que vous utilisez Coda pour diffuser la connaissance utilisateur au-delà de l'équipe produit? Oui, notamment à l'équipe data, oui, notamment l'équipe data aussi à nos VP. C'est quelque chose qui est, en fait, c'est un réflexe un peu, notamment pour les VP, de nous dire quand ils voient des besoins stratégiques ou des changements stratégiques, de venir nous voir et nous dire ah tiens, est-ce que dans Coda on n'a pas des choses qui viennent affirmer ou infirmer un peu ces changements stratégiques.
Donc oui, aujourd'hui, on l'utilise pour dire que c'est le référentiel de connaissances utilisateurs, que si vous posez des questions, vous pouvez venir tout retrouver ici. Donc on le diffuse beaucoup au-delà de l'équipe produit aussi. OK. Et une dernière question sur Zapier. Est-ce que ça vous a permis d'embarquer qu'est-ce que ça vous a permis d'embarquer comme, fonctionnalité complémentaire dans Coda? Ça nous a permis d'embarquer les retours store de tout type, donc iOS, Android, mais aussi Amazon sur TV. Et je crois que c'est tout. Pour l'instant, on l'utilise que pour les retours store. OK. On l'utilise pas pour autre chose, mais je crois qu'il a d'autres. On peut faire d'autres usages avec Zapier, je crois. Mais aujourd'hui, nous, on l'utilise que pour les retours store. Karim, merci beaucoup Merci. de nous partager tout ça. C'est très, très sympa. Peut-être qu'on reviendra vers vous, pour justement un live plutôt sur les rituels, sur, quels rituels poser, et proposer à vos équipes pour continuer d'améliorer vos outils de repository. Alors pas forcément, que sur Coda, mais sur Dovetail, sur Condense, sur EnjoyHQ. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le demander. Et du coup, là, on va vous quitter. Je vous laisse avec, le dernier écran avec, le repository clé en main que Karim, vous a concocté et le questionnaire, d'auto-évaluation. Et merci beaucoup, merci à tous d'être là. Si vous avez des sujets, comme Karim que vous souhaitez partager à la communauté produit, design, researcher, n'hésitez pas, on est toujours là pour, se faire monter en compétences et partager un peu nos retours d'expérience. Et si vous n'êtes pas sur notre communauté Discord, on vous attend, là-bas pour continuer les échanges. Merci à tous et bonne semaine. Merci encore Karim. Merci. À bientôt. Salut. Salut.